En tout cas, moi personnellement, en l'entendant présenter le catalogue, c'est-à-dire se livrer à ce diagnostic sans complaisance de l'état actuel de notre démocratie, que le contraste est saisissant. Et saisissant entre le discours et la pratique. C'est-à-dire les libertés formellement accordées et sans cesse répétées dans les discours, on va dire, du régime en place, et la pratique de l'effectivité de ces libertés. Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que la situation n'a pas l'air de s'améliorer, parce que ce qu'il appelle la répression n'est plus le monopole du vécu des partis politiques de l'opposition, mais aussi la société civile l'a vécu, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une marche de la société civile qui voulait effectivement dénoncer les conditions des détenus à Rebeuss, bien sûr, a été strictement interdite. Interdite, effectivement, en violation d'un droit constitutionnellement proclamé. Il vous l'a rappelé tout à l'heure, c'est la Constitution sénégalaise qui proclame effectivement l'existence de cette liberté, ce droit de manifester pacifiquement, et la loi est très claire. Chaque Sénégalais a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume, l'image et la marche pacifique. Et la loi place cette liberté, il convient de le préciser, sous le régime de la simple déclaration préalable et du dépôt légal. Ce qui veut dire que si l'opposition ou la société civile souhaite aujourd'hui marcher, il suffit simplement, bien sûr, d'en informer l'autorité administrative. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis 2012 à nos jours, nous avons constaté effectivement que, comme il l'a rappelé tout à l'heure, le principe, c'est l'interdiction, les autorisations, l'exception. Chaque fois d'ailleurs qu'une marche est autorisée, les gens ils sont inquiétés. C'est-à-dire, ils se demandent finalement d'ailleurs pourquoi on nous a autorisés, alors que c'est l'inverse qui devait se faire. Et je pense que les modalités de l'exercice ont été bien avant la Cour suprême, parce que récemment il y a des décisions d'annulation, de refus du préfet, mais bien avant, à l'époque où il y avait le Conseil d'État, le juge administratif était venu préciser les deux hypothèses strictes où l'interdiction peut être admise, qui sont limitativement de deux. C'est les risques de troubles à l'ordre public et l'insuffisance des forces de l'ordre. Je reviens sur les risques, parce que le risque, bien sûr, par définition en droit, c'est une notion qui est en virtualité. Ce qui veut dire que, de prime abord, rien n'est un risque, tout peut le devenir. Il suffit que l'autorité administrative qui est habilitée à statuer l'invoque. Mais en démocratie, l'âme de la démocratie, c'est le contrôle. Et le juge a exigé à l'autorité administrative, lorsqu'il invoque ce risque de trouble à l'ordre public, il doit le caractériser. Le caractériser en fait, matériellement. En le caractérisant d'ailleurs pas, il prive de possibilités pour le juge administratif d'en constater la légalité. Or, la plupart des décisions d'interdiction que les Sénégalais reçoivent, les autorités administratives se bornent tout simplement à invoquer vaguement cette notion sans montrer en quoi elle est caractérisée. Dans certains cas, bien sûr, on est dans ce qu'on appelle, dans la théorie administrative, dans la théorie de motif-objet. C'est-à-dire l'autorité administrative en tant que telle a décidé bien avant d'interdire la manifestation. Et ensuite va décider de servir un argumentaire. Ce qui n'est pas concevable dans un état de droit et dans une démocratie comme le Sénégal, dont vous l'avez rappelé tout à l'heure. Vous avez magnifié le parcours et je pense effectivement que cette évolution démocratique, qu'on le veuille ou non,
et indissociable du parcours politique de notre confrère Abdoulaye Wade, qui est ici présent. Et je pense que la démocratie étant un work in progress, c'est-à-dire une œuvre continue, chaque génération doit l'instruire et amener sa contribution. Donc c'est pour vous dire que rien de plus normal dans le cadre d'un processus dynamique qu'une œuvre puisse être entravée, mais tout dépendra de la capacité des générations à vouloir apporter les correctifs appropriés pour que continue à progresser effectivement dans cette quête perpétuelle qui est la démocratie. Autre précision, c'est par rapport à la liberté d'expression. Vous l'avez invoqué, les cas sont nombreux. J'en ai compté plus d'une dizaine lorsque vous invoquez les noms des personnes qui ont été arrêtées, soit parce qu'ils ont exprimé leur liberté d'expression ou d'opinion, et la plupart du temps, ils sont tombés sous l'incrimination de ce qu'on appelle l'offense, le délit d'offense au chef de l'État. Moi, j'ai un problème particulier vis-à-vis de cette notion. Au-delà de la plasticité de la notion, comme je vous ai dit aussi, c'est comme la notion de risque, elle n'est pas définie par les textes. Ce qui veut dire que depuis abord, lorsque l'on s'engage dans le débat politique, rien n'est une offense au chef de l'État. Ex post, bien sûr, il suffit que le président s'en plaigne pour effectivement que le procureur s'en saisisse pour dire effectivement vous avez offensé le président. Tout cela pour vous dire qu'il y a une difficulté de taille qu'il faudra régler au niveau des textes sénégalais et au niveau de la pratique démocratique. C'est que n'oublions pas que le président de la République a deux casquettes. Il est président de la République le jour et chef de parti la nuit. Et en démocratie, nul n'est au-dessus de la critique de ses concitoyens. Mon confrère l'a appelé tout à l'heure. D'ailleurs, la critique est consubstantielle à la démocratie. Et on ne sait pas, comme d'ailleurs il s'était engagé à le faire, parce que la plupart des candidats avaient pris l'engagement pour éviter toute confusion, qu'une fois qu'ils vont accéder à la magistrature suprême, qu'ils allaient démissionner de la présence de leur parti. Donc, étant chef de parti, rien de plus normal que engagé dans la compétition du jeu politique que les autres, effectivement, dont le rôle actuel dévolu dans la gouvernance démocratique, c'est de critiquer l'action, rien de plus normal, bien sûr, qu'ils expliquent leur déception, leur opinion, leur état d'âme. Maintenant, la question que je pose, est-il concevable qu'un acteur du jeu politique puisse être au-dessus du jeu citoyen? Donc ça pose un problème. Et c'est tellement évident, bien sûr, que la plupart du temps, ces incriminations ont conduit ces personnes à des détentions préventives, même si cela ne se justifiait pas au niveau des impératifs. Parce que, comme aussi bien d'autres droits, avec la liberté, la présomption d'innocence, même si vous êtes accusé, le principe doit être la liberté. La détention, l'exception. On ne doit vous amener en prison que lorsque c'est l'unique moyen de représentation. Sauf s'il y a des risques de fuite ou de réitération. Mon confrère vous a exprimé tout à l'heure son vécu. Vous ne me direz pas quand même qu'un ancien garde des Sceaux n'avait pas les garanties de représentation dans le pays où il était. D'autant plus que c'est quelqu'un quand même, au-delà de son engagement politique, fait partie d'un corps d'auxiliaire de justice. C'était quand même la moindre des égards. Ça c'est mon avis personnel. Mais quoi qu'il en soit, cela traduit une évolution régressive des libertés au Sénégal. Quand je dis évolution, bien sûr, dans le catalogue formel, vous l'avez senti avec la loi constitutionnelle du 5 avril 2016,
On a ajouté d'autres droits, notamment par la même occasion que cette opposition a vu sa liberté d'expression entravée, à la même manière que le pouvoir a utilisé cette détention préventive comme une peine déguisée, parce que c'est une sanction. Certains ont été déjà effectivement relaxés, mais vous aurez déjà passé. C'est une manière effectivement de frapper les esprits et de dire que les prochains, avant même que le juge quand même se prononce, vous allez passer à reverse, ce qui est inconcevable. Mais sous le même rapport, nous avons des dispositions qui arrivaient, qui entraient en vigueur, qui disaient qu'on voulait moderniser le rôle des partis politiques, mais surtout renforcer l'opposition et donner un statut particulier au chef de l'opposition. L'opposition, c'est un rouage essentiel de la démocratie. Sans opposition, il n'y a pas de majorité. Et d'ailleurs, même le pouvoir, ne serait-ce que pour pouvoir améliorer son action, a besoin quand même de regards extérieurs qui critiquent, qui pointent les imperfections, et ainsi de suite. Et lorsque vous regardez ce qui s'est passé ces dernières années concernant, donc, on va dire, ces droits qui sont proclamés, aujourd'hui, on nous a mis en application, dans la même réforme, par exemple, on a installé récemment le Haut Conseil des collectivités locales. Mais pourtant, il y a des droits qui ont été proclamés pour reconnaître un certain statut à l'opposition, un certain statut protocolaire même, mais ces notions demeurent d'une ineffectivité d'une certaine manière. Il va de soi aussi pour le financement des partis politiques. Cela traduit aussi une sélectivité dans la mise en application du droit formel dont on a proclamé bien sûr vouloir, soi-disant, reconnaître un certain nombre de droits. Tout cela m'amène à une constatation très simple, c'est que, selon moi, je ne crois pas qu'on puisse résumer la démocratie à un catalogue de droits proclamés, dont on reconnaît la jouissance et l'effectivité selon les acteurs et les circonstances du moment. Je vais être plus précis. La plupart du temps, ces droits demeurent ineffectifs. Le paradoxe que j'ai signalé tout à l'heure concernant le statut de l'opposition et en même temps la politique répressive à travers effectivement une instrumentalisation des règles, des institutions, dans le seul dessein bien sûr d'accroître la domination d'un espace politique. Comme disait Prosper Veil, le droit comme la guerre n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. Et citant toujours le même Prosper Veil, mon confrère l'a dit tout à l'heure, ce qui est regrettable au Sénégal, c'est que depuis 2012, ce qu'il appelait effectivement, en citant Prosper Veil le caractérise comme un miracle, c'est-à-dire cette soumission volontaire de l'État au droit, le fait que l'État accepte de se soumettre aux décisions de justice, de prime abord, c'est quelque chose qui relève d'un miracle. Et pourtant, nous l'avions réussi. Et ces dernières années, nous avons vu que le pouvoir s'est mis dans une posture inquiétante vis-à-vis de la légalité. C'est-à-dire on respecte les décisions selon les circonstances et les acteurs du moment. Et pour preuve, il s'agit des décisions au niveau interne, mais aussi au niveau international. Nous avons eu des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, nous avons eu effectivement l'avis du groupe de travail, même si par des moyens détournés, ils ont cherché quand même à se libérer de leurs obligations internationales, mais aussi effectivement, il l'a dit, à travers l'affaire Aiden Ndiong, nous avons vu effectivement que la Cour suprême s'est arrogé un pouvoir qu'aucune loi ne peut l'autoriser. Que ce soit en France ou au Sénégal, la Cour suprême, donc c'est comme la Cour de cassation en France, n'est pas un juge de troisième degré, c'est un juge de droit. D'ailleurs, il lui est interdit de revenir sur l'examen des faits. Lorsque vous attaquez en prouvant en cassation,
l'unique et seule hypothèse pour les juges de statuer, c'est lorsqu'il y a violation de la loi. C'est tout. Alors, en aggravant la situation d'un prévenu, c'est dire effectivement que la démocratie, en résumé, et je vais en conclure ainsi, pour moi, ce n'est pas une superposition d'institutions au conseil, des collectivités, créer des postes, ce n'est pas un foisonnement législatif. La démocratie, c'est beaucoup plus profond que cela. La démocratie, selon moi, selon ma vision effectivement, ce n'est pas simplement proclamer des droits, mais c'est être dans un état d'esprit. Comme disait l'archevêque de Canterbury, c'est-à-dire que même contre votre pire ennemi, l'archevêque disait contre le diable, je n'utiliserai que la loi. C'est s'interdire certaines choses. C'est certaines choses, mais effectivement, c'est le respect mutuel. Mais c'est le dialogue continu. C'est le dialogue continu, et il a dit vis-à-vis de la révision, par exemple le passage avec les pièces d'identité numériques, la plupart des Sénégalais aujourd'hui, il y a une asymétrie d'information vis-à-vis de ce qui se passe. Donc, tout cela pour vous dire que si nous n'avons pas un minimum de consensus, si nous n'avons pas un minimum d'éthique et une philosophie, c'est-à-dire dépasser et rester dans le cadre des principes, il va de soi effectivement qu'une politique répressive ne pourra que poser les germes d'une remise en cause du vivre en commun. C'est pour ça que j'ai estimé effectivement qu'il est de devoir de tous les citoyens de faire de sorte que ce qui est juste soit fort et ce qui est fort soit juste. C'est donc ce qu'on essaye de faire en quelque sorte de pratique. Et on ne peut que inviter effectivement le régime à se ressaisir en espérant bien sûr qu'ils le feront à temps. Voilà les quelques précisions que je voulais apporter en clarification des points abordés par mon excellent confrère. Merci. Merci, Maître Tine, de votre brillant exposé. Donc nous donnons